Michael Schumacher gets his 7th Formula One World Championship on a truly eventful day for Formula One racing. This is history. 7 titres de champion, 91 victoires. Le pilote le plus dominant que la Formule 1 ait jamais connu. 23 years old, the youngest Grand Prix winner for a long time. Michael Schumacher n'était pas seulement un pilote, c'était une force de la nature. Un homme qui a plié ce sport à sa volonté et fait passer l'impossible pour une simple routine. Il a fait du rouge Ferrari la couleur de la victoire. The victory for him was an obsession. Schumacher, who was the most successful driver in the history of Formula One racing. Transformer les dimanches en une succession de moments forts qui lui étaient propres. Mais aujourd'hui, en 2026, Michael Schumacher a presque 58 ans et le monde ne l'a pas vu depuis plus de 12 ans. Pas une seule photo, pas une seule interview, pas une seule apparition publique. I have the nature of not giving up and always trying to find a solution and it worked out. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire complète, l'ascension, l'accident et la réalité déchirante de sa vie actuelle. Le garçon de Hürth, Michael Schumacher, est né le 3 janvier 1969 en Allemagne. Il a grandi à Hürth, une ville ouvrière près de Cologne, dans une famille sans le sou et sans aucun lien avec le sport automobile. Pas de cuillère en argent dans la bouche, pas de parrain lui signant des chèques en blanc. À l'âge de 4 ans, son père a modifié son kart à pédales en y ajoutant un petit moteur de moto qu'il l'eut percuté contre un lampadaire. Parents l'ont emmené sur la piste de karting de Kerpenhorem où il est devenu le plus jeune membre du club de karting. C'est là que tout a commencé. Un petit garçon de 4 ans et un kart bricolé équipé d'un moteur de cyclomoteur vissé dessus. On ne pourrait pas imaginer de meilleure histoire des débuts. Son père lui a construit un kart à partir de pièces de récupération et à l'âge de 6 ans, Schumacher a remporté son premier championnat de club. Pour financer sa carrière de pilote, son père a trouvé un deuxième emploi consistant à louer et à réparer des karts, tandis que sa mère travaillait à la cantine du circuit. Imaginez un peu, toute la famille Schumacher a réorganisé sa vie autour de ce garçon et de son talent. Lorsque Schumacher a eu besoin d'un nouveau moteur coûtant 800 marks allemands, ses parents n'avaient pas les moyens de le lui offrir. Il n'a pu continuer à courir que grâce au soutien d'hommes d'affaires locaux. C'est dire à quel point les marges étaient serrées. Un moteur en panne de plus, et Michael Schumacher n'aurait jamais existé. Un seul paiement manqué, et la Formule 1 n'aurait jamais connu son nom. Mais ce gamin était tenace. Dès le début de son adolescence, il courait déjà au niveau national. En 1984, à 15 ans, il est devenu champion d'Allemagne junior. Il a remporté à nouveau le titre l'année suivante et a terminé deuxième du championnat du monde junior de karting, deuxième au niveau mondial, à 16 ans. Alors que la plupart des jeunes cherchaient à passer leur permis de conduire, Michael Schumacher comptait déjà parmi les meilleurs pilotes de karting de la planète. Remarquable. Des débuts en F1 que personne n'avait vu venir. C'est là que les choses deviennent vraiment folles. Schumacher a fait ses débuts en Formule 1 avec Jordan lors du Grand Prix de Belgique en 1991. Comment en est-il arrivé là? C'est une histoire à part entière. Un pilote franco-belge nommé Bertrand Gachot courait pour l'écurie Jordan lorsqu'il a été condamné à 18 mois de prison, dont il n'allait purger que 2 mois, à la suite d'un incident de rage au volant avec un chauffeur de taxi londonien en décembre de l'année précédente. Il avait utilisé un spray de légitime défense illégal en Grande-Bretagne. Résultat, Gachot était hors jeu et le Grand Prix de Belgique devait avoir lieu dans quelques jours. Jordan avait un siège vacant et pas le temps de le pourvoir. C'est là qu'est intervenu Willy Weber, le manager de Michael Schumacher, qui a appelé Eddie Jordan pour lui dire que son pilote connaissait Spa-Francorchamps sur le bout des doigts. Petit problème, ce n'était pas tout à fait vrai. Schumacher n'y avait jamais couru. Comme Weber l'a lui-même admis plus tard, il avait dit à Jordan que Michael avait piloté à Spa une centaine de fois. Un mensonge éhonté. Mais Eddie Jordan lui a quand même fait passer un essai à Silverstone. Et ce qui s'est passé ensuite a laissé toute l'équipe sans voix. Comme l'a rappelé Gary Anderson, le directeur technique de l'écurie, il n'a fait qu'une vingtaine de tours, mais son meilleur temps était aussi bon que tout ce que nous avions jamais réalisé sur ce circuit. Les ingénieurs lui demandaient de ralentir car il s'inquiétait pour la voiture. C'est dire à quel point il était rapide. Et Schumacher n'avait même jamais vu le circuit de Spa auparavant. Il a emprunté un vélo pliable qui se trouvait dans le coffre de sa voiture et a parcouru tout le circuit à vélo pour en apprendre les trajectoires. Performance lors de ses premières qualifications a convaincu Benetton de l'engager pour le reste de la saison. Et c'est ainsi que la plus grande histoire de la Formule 1 a commencé. En 1992, il remporta sa première victoire en Belgique. Première victoire sur le même circuit où il avait fait ses débuts à peine 12 mois plus tôt. La boucle était bouclée. Le champion qui a réécrit l'histoire
Son palmarès est presque ahurissant. 7 titres de champion du monde, 91 victoires, 154 podiums, 68 pole positions et 76 meilleurs tours en 16 saisons. Aucun pilote dans l'histoire de ce sport ne s'était jamais approché de tels chiffres. Il a remporté son premier titre avec Benetton en 1994 dans les circonstances les plus controversées qui soient. Une collision avec Damon Hill lors de la dernière course à Adélaïde qui a décidé du championnat à un seul point près. Était-ce délibéré? Le débat fait toujours rage aujourd'hui. Puis, en 1995, il a fait taire tous ses détracteurs. 9 victoires en 17 courses, 33 points d'avance sur le deuxième. Une domination incontestable. Puis vint le choix qui a marqué son héritage. Rejoindre Ferrari en 1996, alors que la Scuderia n'avait plus remporté de championnat depuis 1979. 17 ans de disette. Il a accepté une offre de 25 millions de dollars par an de la part de Ferrari et est devenu l'un des sportifs les mieux payés au monde. Et cet investissement s'est avéré plus que rentable. De 2000 à 2004, Ferrari et Schumacher étaient tout simplement imparables. 5 titres consécutifs, 11 victoires en 17 courses rien qu'en 2002. Un niveau de domination que la Formule 1 n'avait jamais connu et n'a plus revu depuis. Comme l'a si bien dit Ross Brawn, qui a travaillé à ses côtés pendant des années, à mon avis, c'est le plus grand pilote de Formule 1. Et les records qu'il détient dans notre sport en disent long sur son succès et son engagement. Le retour et le dernier tour. Schumacher a pris sa retraite à la fin de la saison 2006 pour occuper les fonctions de pilote d'essai et de conseiller chez Ferrari. Le monde entier pensait ne plus jamais revoir le baron rouge au volant. Mais Michael Schumacher n'a jamais vraiment pu tourner la page. En décembre 2009, il a annoncé qu'il ferait son retour en Formule 1 pour la saison 2010 en tant que pilote de l'écurie Mercedes. Ce retour fut l'un des moments les plus attendus de l'histoire de ce sport. Allait-il y parvenir? Allait-il retrouver la magie d'antan? Il a passé 3 saisons chez Mercedes, mais il n'a jamais remporté de course et n'a jamais terminé mieux que 8e au classement général lors de son retour. Sur le papier, ses résultats étaient certes décevants, mais de nombreux initiés ont affirmé qu'il travaillait en coulisses à la conception de la voiture Mercedes qui allait dominer ce sport pendant une décennie après son départ. Ross Brawn a déclaré que si Schumacher n'avait pas pris sa retraite en 2012 et s'il n'avait pas été victime d'un accident de ski en 2013, il aurait eu une chance de remporter son 8e titre de champion du monde en 2014. Imaginez un peu, en octobre 2012, Schumacher a annoncé qu'il prendrait sa retraite pour la 2e fois, déclarant « Il y a eu des moments ces derniers mois où je ne voulais plus m'occuper de la Formule 1, ni me préparer pour le prochain Grand Prix. Il en avait fini. Il était en paix. Il avait une belle famille, une vie pleine d'aventures devant lui et l'admiration de tout le monde sportif. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer un peu plus d'1 an plus tard. 29 décembre 2013, le jour où tout a basculé. Schumacher a subi un traumatisme crânien le 29 décembre 2013 alors qu'il skiait hors piste à Méribel, en France, et qu'il s'est cogné la tête contre un rocher. Il était là-bas avec son fils Mick, profitant de vacances en famille dans les Alpes françaises. Une matinée de décembre tout à fait ordinaire. Un skieur chevronné, sûr de lui et habitué aux pistes. Mais il s'est aventuré hors des sentiers balisés et sous la neige fraîche se cachait un danger invisible. Vers 11h du matin, Schumacher évoluait sur un terrain difficile hors piste lorsqu'il a heurté un rocher partiellement recouvert de neige, a perdu le contrôle et a été projeté tête la première contre un bloc rocheux. A été catastrophique. Son casque, qui, selon les médecins, lui a très certainement sauvé la vie, s'est brisé sous le choc. Il a d'abord été héliporté vers un hôpital d'Albertville, puis vers l'hôpital universitaire de Grenoble, où les chirurgiens l'ont opéré immédiatement pour soulager la pression qui s'exerçait sur son cerveau. À partir de ce moment, son état de santé a cessé d'être du domaine public pour devenir l'une des histoires privées les plus jalousement gardées du sport moderne. Le monde entier retenait son souffle, des millions de fans, des centaines d'anciens rivaux, tout un sport uni dans la crainte. Il avait survécu à tous les dangers que la Formule 1 avait pu lui faire courir pendant plus de 2 décennies. Il avait trompé la mort à des centaines de kilomètres à l'heure. Et voilà que, sur une piste de ski déserte, un matin de repos, sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Le long chemin, 6 mois dans le coma. Pendant 6 mois, Michael Schumacher est resté dans un coma artificiel à Grenoble. Bien qu'il portât un casque au moment de l'accident, il avait subi un grave traumatisme crânien et les chirurgiens l'avaient plongé dans ce coma pour permettre à son cerveau de se stabiliser. Le silence de l'hôpital était presque insupportable pour le monde extérieur. Les fans se rassemblaient devant l'établissement. Les journalistes campaient à proximité. Le moindre détail qui filtrait était analysé de manière obsessionnelle. Et pourtant, la famille maintenait son mur de silence. Son épouse, Corinna, s'est imposée comme la
protectrice en chef, défendant farouchement sa dignité, sa vie privée, son identité même face à un monde avide d'informations. Des tentatives extraordinaires ont été menées pour briser ce mur. Un cadre de la société de sauvetage héliporté qui avait transporté Schumacher a été accusé d'avoir tenté de voler et de vendre son dossier médical pour l'équivalent de plus de 50 000 $. Les parquets français et suisses ont remonté la piste de l'adresse IP. L'homme a été arrêté et le lendemain matin, avant sa comparution devant le tribunal, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Ces dossiers n'ont jamais été rendus publics. Puis, en avril 2014, un magazine People allemand a publié ce qu'il présentait comme une interview exclusive de Schumacher. Le monde entier a été stupéfait, mais à la toute fin de l'article figurait un aveu accablant. Les citations avaient été inventées de toutes pièces. Le magazine n'avait jamais parlé ni à lui, ni à aucun membre de sa famille. Le rédacteur en chef a été immédiatement licencié. Un expert allemand des médias a qualifié ce canular de « trop stupide pour être vrai ». La famille Schumacher a failli intenter un procès, mais s'est ravisée, sans doute pour ne pas attirer davantage l'attention des médias sur leur vie privée. Pourrait leur en vouloir. Le 16 juin, on a annoncé que Schumacher était sorti du coma et avait quitté l'hôpital. Par la suite, le 9 septembre, il a été ramené chez lui, en Suisse. Cette annonce a provoqué des larmes de soulagement à travers le monde. Il était en vie, il était conscient. Mais ce que le public n'a pas su dans son intégralité, ce que la famille a soigneusement évité de confirmer, c'était l'ampleur réelle de ses séquelles. Derrière des portes closes, une vie dans l'ombre. Selon certaines informations, Kael est entouré 24 heures sur 24 par une équipe médicale spécialisée dans la propriété familiale de Majorque, qu'ils ont progressivement transformée en leur base principale. Son épouse, Corinna, a très tôt choisi de préserver l'état de santé de son mari de tout regard public, limitant les informations à de rares communiqués soigneusement formulés par la famille et à une poignée d'amis de confiance, tels que l'ancien directeur de l'écurie Ferrari, Jean Todt. Les photos ont cessé, les apparitions publiques ont pris fin. Kael, qui était autrefois l'homme le plus en vue du sport automobile, a disparu. Le domaine de Majorque, la Villa Yasmine, située dans le lotissement huppé de Las Brisas près d'Andratix, est une véritable forteresse. Selon certaines sources, la superficie du terrain s'élèverait à environ 15 000 mètres carrés, la surface bâtie étant divisée en 3 structures principales, entourées de jardins en terrasse et de nombreux espaces de détente en plein air. Outre 2 piscines et de vastes jardins, la propriété comprend une salle de sport et un héliport privé. Et à l'intérieur de ce complexe, un centre médical complet a été installé. Selon certaines informations, Schumacher disposerait d'une équipe de 15 infirmiers et médecins, lui prodiguant des soins 24 heures sur 24. Et il recevrait des traitements médicaux d'une valeur d'environ 140 000 € par semaine. 140 000 € chaque semaine. Si Schumacher a connu un succès sans précédent sur les circuits, il a également été l'un des sportifs les mieux payés de l'histoire du sport. Il serait d'ailleurs le premier athlète de l'histoire à avoir gagné plus d'1 milliard de dollars au cours de sa carrière. Heureusement, car le coût de ses soins a été astronomique, et cela ne s'arrête jamais. La seule personne autorisée à franchir ses portes de manière régulière, en dehors de l'équipe médicale, est Corinna. Elle n'est jamais partie. Depuis le tout premier instant à Grenoble jusqu'à ce jour de 2026, elle est restée à ses côtés. Corinna Schumacher reste au cœur de cette prise en charge, supervisant, selon certaines sources, aussi bien l'équipe domestique que l'équipe médicale. Un tel niveau de dévouement est extraordinaire. C'est vraiment déchirant. Les anciens amis et collègues qui ont tenté de lui rendre visite se sont pour la plupart vus refuser l'accès. Son ancien manager, Willy Weber, a affirmé avoir essayé des dizaines de fois et s'être vu systématiquement refuser l'accès. Son ancien coéquipier chez Ferrari, Rubens Barrichello, a vu sa demande rejetée, au motif qu'une visite ne serait bénéfique pour aucune des deux parties. Même Riccardo Patrese, qui a couru aux côtés de Schumacher chez Benetton et reste l'un de ses plus anciens amis dans le milieu, s'est récemment exprimé avec une tristesse palpable. « Nous avons vraiment vécu de superbes moments ensemble. Je suis vraiment triste de le voir dans cette situation. » Et la seule information que Patrese a pu donner était « J'espère que son état s'améliore. C'est le souhait de tous ses fans, et encore plus le mien en tant qu'ami. » Le scandale de chantage qui a secoué le monde. C'est là que les choses prennent une tournure véritablement sombre. Le mur de silence impénétrable érigé par la famille a rendu les informations privées de Schumacher incroyablement précieuses, et cela a attiré des criminels. En février 2025, 3 hommes ont été reconnus coupables de tentatives de chantage à l'encontre de la famille Schumacher après avoir exigé 15 millions d'euros pour empêcher la diffusion de photos privées, de vidéos et de dossiers médicaux numérisés. L'affaire a été jugée devant le tribunal d'instance de Wuppertal. Le cerveau de l'opération, un
videur de boîte de nuit. Il a été condamné à 3 ans de prison pour son rôle dans ce complot, qui consistait à menacer de publier sur le dark web environ 900 photos personnelles, que 600 vidéos et des dossiers médicaux confidentiels si la famille ne cédait pas au chantage. Complot avait été rendu possible par un ancien agent de sécurité qui avait travaillé pour la famille Schumacher et qui avait profité de son accès privilégié pour dérober ses documents. La trahison était totale. Le fils du principal accusé a écopé d'une peine de 6 mois avec sursis et d'une amende de 1 200 €. Mais voici le rebondissement qui empêche la famille de dormir la nuit. Un disque dur crucial contenant des données sensibles n'a jamais été retrouvé, ce qui fait craindre qu'il puisse encore être utilisé pour de futures tentatives de chantage. L'avocat de la famille, Thilo Dam, a déclaré sans détour « Nous ne savons pas où se trouve le disque dur manquant. Il existe donc un risque de nouvelles menaces par la petite porte. Ce disque dur est toujours là, quelque part. Il contient des images de Michael Schumacher que le monde n'a jamais vues et la famille ne peut pas trouver le repos, pas vraiment, tant qu'il n'aura pas été retrouvé. Quel cauchemar !» Point sur 2026, fauteuil roulant et murmure. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? En mai 2026, Michael Schumacher avait 57 ans. Il approchait de son 58e anniversaire le 3 janvier. Et pour la première fois depuis des années, une lueur d'espoir est apparue. Selon certaines informations, Schumacher n'est plus alité en permanence et peut désormais passer du temps en fauteuil roulant dans les résidences familiales en Suisse et à Majorque. Un journaliste qui s'est entretenu avec des sources proches de son entourage a rapporté que Schumacher ne pouvait plus marcher et qu'il se déplaçait dans la propriété en fauteuil roulant avec l'aide d'une équipe d'infirmières et de kinésithérapeutes dévoués qui lui prodiguent des soins 24 heures sur 24. Et un détail profondément humain a été révélé par ces mêmes sources. Alors que les spéculations vont bon train sur son état, un initié a déclaré « On a l'impression qu'il comprend certaines des choses qui se passent autour de lui, mais probablement pas toutes. Le fait qu'il ne soit plus cloué au lit, comme cela a été rapporté, ne constitue pas un rétablissement miraculeux. Il s'agit toutefois d'un changement tangible dans sa vie quotidienne. Le genre d'étape importante qui compte lorsque les progrès sont lents, discrets et durement acquis. Aucune de ces dernières affirmations n'a été confirmée de manière indépendante par la famille ou par des professionnels de santé cités nommément. Et connaissant les Schumacher, cela ne le sera probablement jamais. Jean Todt, qui fut autrefois l'un des visiteurs les plus assidus et qui a raconté avoir regardé des courses de Formule 1 à la télévision avec Michael, a parfaitement résumé la situation en déclarant que quiconque prétend savoir quelque chose ne sait rien. Le silence reste le seul langage que cette famille utilise en public. Tout ce qu'ils ont traversé, les photos volées, les fausses interviews, le chantage, on comprend parfaitement pourquoi. Les enfants qui portent ce nom. Et pourtant, la vie continue pour la famille Schumacher. Le nom n'a pas disparu de la scène publique avec Michael. Son fils Mick s'en est emparé et a pris le relais. Mick Schumacher, né en 1999, qui est avec son père lorsque Michael a subi ses lésions cérébrales, mettant sa vie en danger, le 29 décembre 2013. Il n'avait que 14 ans. Ce matin-là a tout changé. Et loin de le briser, cela semble l'avoir poussé à se battre encore plus fort. En mars 2017, Mick a parlé pour la première fois publiquement de son père, le décrivant comme « mon idole » et « mon modèle ». Avant le départ du Grand Prix de Belgique 2017, pilotait la Benetton B194 de son père, avec laquelle celui-ci avait remporté le championnat. Cette image, un fils au volant de la voiture de son père, tend en avant l'héritage de ce dernier alors que celui-ci ne pouvait être présent, a ému le monde entier. Mick a fait son chemin jusqu'en Formule 1 avec Haas, puis s'est tourné vers les courses d'endurance, décrochant des podiums au championnat du monde d'endurance. Et aujourd'hui, en 2026, il a franchi une nouvelle étape audacieuse, rejoindre Rahal Letterman, Lanigan Racing, en tant que pilote titulaire pour l'IndyCar Series. Il a choisi le numéro 47 et la signification qui se cache derrière ce choix est primordiale. Selon les propres mots de Mick, mon chiffre préféré est le 4. Et je me reconnais dans tout ce qu'il représente. La responsabilité, la curiosité, la détermination. Le 7 représente mon père. Le 4 et le 7, ensemble, forment une unité ou un lien entre nous deux. Et le fait que la somme des dates d'anniversaire de notre famille donne 47 me semble être une confirmation de ce choix. Même le numéro sur la voiture de Mick est un message à son père. Et puis, il y a Gina. Gina, la fille de Michael Schumacher, s'est exprimée publiquement sur la tragédie que représente l'état de santé de son père, révélant dans un documentaire allemand comment elle a reconstruit sa vie grâce aux chevaux après l'accident du 29 décembre 2013. Dans ce documentaire, intitulé Horsepower, The World of Gina Schumacher, elle s'est confiée comme jamais auparavant. Ses paroles étaient brutes et sincères. Elle a déclaré « Après l'accident de papa, je me suis vraiment investie là-dedans parce que je devais faire quelque chose.
chose. Les chevaux ont toujours été importants, mais depuis, ils le sont vraiment. Je veux dire, je ne pourrais pas me passer d'eux. Ils m'ont aidé à surmonter toutes ces épreuves. Et Corina, dans ce même documentaire, a partagé un souvenir de Michael qui en dit long sur le genre de père qu'il était. Elle s'est souvenue que, lorsque Gina n'avait que 10 ans, Michael s'était tourné vers elle et lui avait dit « Gina sera bien meilleure que toi, parce qu'elle est plus égoïste. Quand on est sportif, il faut être égoïste d'une certaine manière. Et c'est très bien ainsi. Sinon, on n'arrivera à rien. » Aujourd'hui, je me dis, il avait tellement raison, Paul Serrer. C'est tout à fait Michael Schumacher. Même invalide, même silencieux. À travers les paroles qu'il a prononcées il y a des années, continue d'influencer les gens qui l'entourent. Le mur du silence. Et ce qu'il signifie ? C'est Michael, après tout, l'homme qui a plié la Formule 1 à sa volonté comme peu d'autres ont su le faire, puis qui a enfilé un casque pour une journée de ski comme les autres et n'en est jamais revenu le même. La vérité, étrange et dérangeante, que le patient le plus célèbre du monde du sport reste, en 2026, largement invisible, son état ne pouvant être entrevu qu'à travers des descriptions de seconde main et des communiqués anonymes. L'avocat de la famille a un jour expliqué pourquoi il n'avait jamais donné de bilan médical complet. C'est simple, en réalité. S'il donnait une mise à jour, les médias en exigerait une autre, puis une autre encore. Cela n'en finirait jamais. C'est ainsi que le silence est devenu un bouclier. Au cours des 12 années qui ont suivi l'accident, Corina et un cercle restreint de proches ont imposé un blackout quasi total sur les informations médicales ou les images, faisant de Schumacher l'une des figures les plus célèbres mais les moins vues du sport moderne. Jean Todt, qui a déclaré un jour rendre encore visite à Michael 1 ou 2 fois par mois, a offert la seule lueur d'espoir lorsqu'il a déclaré aux journalistes « J'espère que le monde pourra le revoir. C'est ce vers quoi lui et sa famille tendent. » Il l'a dit avec conviction. Et nous aurions tort de perdre tout espoir. Netflix a confirmé la sortie d'un nouveau documentaire en allemand intitulé Schumacher 94, prévu pour 2026, qui reviendra sur sa première saison couronnée par le titre de champion du monde de Formule 1. Son histoire continue d'être racontée. On ne cesse de rappeler ses records. Son héritage alimente sans cesse les conversations dans tous les paddocks, tous les pubs, tous les salons où une course de Formule 1 défile à l'écran. Car c'est ça, Michael Schumacher. Parler de Formule 1 sans lui. Il fait partie intégrante de l'ADN de ce sport. 7 titres, 91 victoires, une carrière qui s'est étendue sur 3 décennies, un fils qui court désormais en IndyCar, une fille qui se construit son propre univers dans le sport équestre, une épouse qui a tout abandonné pour rester à ses côtés et quelque part, dans une villa à Majorque, entouré des personnes qu'il aime le plus et d'une équipe soignante qui veille sur lui 24 heures sur 24, Michael Schumacher est toujours là, différent, toujours là. Et cela, d'une certaine manière, compte toujours. Qui de l'histoire de Michael Schumacher vous touche le plus? Son incroyable carrière ou ce à quoi ressemble sa vie depuis 2013? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Grid Rivals pour ne pas manquer les prochaines.